Et Salut Mounji. tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, merci. Ça va. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Alors, tu connais la rencontre, je crois que tu as déjà vu un peu le projet. Je connais un petit peu, ouais. Et le concept, c'est que tu as des petites cartes ici, dans mon petit bob, parce que j'ai une collection de bob. Ok. Et en fait, tu vas piocher les questions, parce que j'ai bien envie de laisser le destin faire notre conversation. Ça me pas parle. choisir. J'ai la carte de jus, Oh là. avec les infos que tu nous as données qui se sont affichées à l'écran, tu vois, les gens ont pu les voir. C'est des faits un peu random sur toi. Des faits un peu random sur toi. Totalement random même. On va commencer de ce côté-là et puis ensuite on rentrera un peu plus dans ce que tu fais. Allons-y, c'est parti. Ça te va? Ça me C'est va. parti. Du coup, ma carte de Juju me dit que tu es délibérément chauve. Première info un peu random sur toi. Et exactement, en fait, tous mes copains sont. Enfin, il y en a beaucoup qui sont chauves, mais parce qu'ils ont une calvitie. Et Ok. souvent, ils disent que j'ai de la chance parce que je le suis par choix. Mais du coup, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit je vais être chauve aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Alors, je me coupais déjà de base les cheveux tout seul, je me faisais un petit dégradé, petite coupe au gel. Ok. Et comme j'avais en mon pouvoir, en ma possession, cet objet magnifique qu'on appelle une tondeuse, je sais pas, un jour ça m'a pris comme ça et à partir de là c'est resté comme ça. Ok. Et je dois avouer que ça rend la vie un peu plus pratique. Ah, bah ouais. Tu te réveilles le matin, tu sais déjà à quoi tu ressembles, c'est plutôt bien. Mais du coup, t'as froid l'hiver quand même. Bon, je mets des bonnets, je mets des casquettes. La deuxième info un peu random sur toi, c'est que t'as failli t'appeler Mustapha, ça m'intéresse beaucoup. Alors celle-là elle est totalement random. J'ai pas failli m'appeler Mustapha à proprement parler, mais ce qu'il faut savoir c'est que je viens de Bosnie et j'ai une partie de ma famille qui est musulmane. Ok. Et mon arrière-grand-mère, elle voulait absolument que je m'appelle Mustapha. D'accord. Mes parents, ils étaient pas trop chauds, Ok. mais elle était très malvoyante Ah. vers la fin de sa vie. Et quand j'allais la voir, elle savait pas qui venait dans la maison. Ok. Et quand j'arrivais dans la maison, elle demandait c'est qui, et je lui disais c'est Mustapha pour Ok. lui faire plaisir. Et Oh. c'est resté comme ça. Du coup, mes copains des fois ils m'appellent comme ça pour rigoler. Ok. Mais Du coup, quelque part, c'est tu la petite t'appelles anecdote. ouais, tu t'appelles un peu Mustapha pour. Il y a un univers parallèle dans lequel Ouais. je m'appelle Mustapha, effectivement. T'aimes pas les sushis? Je déteste tout ce qui est Ok. cru. Ah, ok. Tout ce qui est cru, j'aime pas les sushis, j'aime pas les tartares. Faut que ce D'accord. soit cuit. Je suis de la même team pour le tartare. Et tu possèdes un jardin zen chez toi, c'est vrai. Exactement. Du coup, t'es quelqu'un de. J'essaye, ça me détend. Mm. Jardin zen, en fait, j'ai pas un jardin chez moi, mais j'ai un petit récipient avec du sable fin Ouais. à l'intérieur et un petit râteau. Et Tu quand peux j'ai besoin de me dessiner. détendre, je dessine des petits motifs, ça m'inspire, c'est cool. Stylé, stylé. Bah écoute, ça nous fait déjà une première impression de toi. Voilà. Et pour les gens aussi. Voilà le vrai jus. Du coup, le reste, c'est à toi de le faire. Tu dois piocher Très bien. une carte que tu veux et on va commencer. Laissons le destin décider. Allez, c'est parti. Ah là là. Le passage à l'action. Du coup, la première question, c'est le passage à l'action. Il s'agit là du fait de passer à l'action en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur pour toi-même, pour ton projet. Donc, à quel moment tu as décidé de parier sur toi et de te lancer dans ce projet de designer graphique, et d'entreprendre des projets, de prendre la responsabilité de créer une identité visuelle pour les artistes émergents? Pas que, mais voilà. Disons que l'action a toujours été présente en parallèle de mes études, même si j'avais beaucoup moins de temps. Mais ça a commencé à devenir sérieux au moment où j'ai arrêté les études justement et où il fallait commencer à générer de l'argent pour manger, Ok. etc. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à plus me structurer, à chercher à développer un petit peu plus mon réseau et mes opportunités. Voilà, je vais dire que c'est à partir du moment où j'ai arrêté les études où vraiment ça a été, la vie m'a forcé finalement Ok. à me structurer dans ce sens-là. Et tu as su par quoi commencer? Comment tu fais quand tu commences un truc pour savoir d'où tu commences? C'est venu naturellement, j'ai pas calculé grand-chose. Comme tu le sais, j'ai fait des études de design d'objets. Ça a rien à voir avec ce que je fais majoritairement depuis que je me suis lancé en freelance. J'étais déjà un petit peu dans cet univers-là, mais je faisais ça avec les copains, à Oui. côté des études, sans réelle ambition, on va dire. C'était plus du plaisir entre nous, c'était une passion, voilà. Ouais. Et comme je poste régulièrement mes travaux, disons que j'ai commencé à me faire voir un petit peu pour ça. Ok. Et donc en sortie d'études, on est venu me demander la plupart du temps ça. Donc Ok. c'est venu un peu naturellement, sans chercher. J'ai pris les choses comme elles venaient dans un premier temps. Trop cool, trop cool. Et ça a bien. T'as travaillé sur plein de projets par la suite, donc. J'ai rencontré tout s'est fait naturellement, ouais. pas mal de personnes qui m'ont offert pas mal d'opportunités aussi, qui m'ont ouvert pas mal de portes. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Stylé, stylé de ouf. Je te laisse passer à la deuxième question Allons-y. que tu dois piocher dans le petit bob. Des objets ou des covers? Ah. Telle est la question. Telle est la question. Alright, je pense que tu comprends un peu où je veux en venir. Ouais, Ok. ouais. C'est pas une question de choix. Je vais pas te demander ce que tu préfères.
Déjà, je veux que tu parles un peu plus de ce que tu viens de dire, ton école, parce que c'est très important. C'est des études avec lesquelles, en plus, tu as eu beaucoup de projets qui ont eu des prix, et pas n'importe quel prix. Effectivement. Ok. Du coup, déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette formation et de... Mes études, elles ont commencé avec une prépa dans une école qui s'appelle MJM Graphic Design. Et ensuite, j'ai fait une MANA à l'école de Condé. Une MANA, c'est une année préparatoire, pareil, où tu vas toucher à toutes sortes de sujets, que ce soit du design d'objets, du design graphique, de la mode, de l'espace, etc. Et ça a conforté mon choix de partir vers le design d'objets. Après ça, j'ai intégré l'école Boulle, où j'ai suivi une licence pendant 3 ans. Puis j'ai débuté un master à l'ENSAMA, que j'ai arrêté en cours de route. Okay. Voilà, donc ça c'était mes études. Mais du coup, les projets de mobilier national, oui. C'est en relation avec le campus d'excellence. Exactement, le campus d'excellence qui regroupe du coup justement l'école Boulle et qui lançait un appel d'offres. Et c'était la première édition, donc il y a eu ce concours, ils ont lancé l'appel d'offres par l'Élysée pour refaire le mobilier du Conseil des ministres. Et donc 5 écoles étaient concernées, dont la mienne. Et donc il y a déjà eu une présélection au sein de l'école, etc. Et de fil en aiguille, il se trouve qu'on a été premier prix ex aequo avec un autre projet sur ce concours-là. Ouais. Du coup, il y aura tes designs à l'Élysée en fait, il y a moyen. Alors la table n'est pas encore produite. Okay. Au moment où je te parle, j'ai reçu le mail il y a 2 jours pour dire qu'ils allaient commencer la production. Donc si tout va bien, d'ici peu de temps, il y aura un objet qu'on aura fait à l'Élysée. Vous verrez tous ces objets qui s'afficheront à l'écran parce qu'ils sont vraiment trop stylés. Le design hyper futuriste aussi, j'adore. Enfin, les matériaux que vous utilisez et tout. Et du coup, pour revenir à ce parallèle entre cover et design d'objets, en fait, ce que je voulais savoir, c'est dans ta tête en tant que créateur, en tant que designer graphique, comment tu fais le switch entre quand tu crées des objets et des covers de rap en plus, parce que c'est pour l'instant dans le monde du rap, voilà, c'est des styles hyper différents. Peut-être que ça se rapproche quelque part. Enfin, dis-moi comment ça se passe dans ton... Je pense qu'il y a peut-être des points communs dans les différents styles que je peux faire dans ces 2 domaines-là. Maintenant, comment est-ce que je switch je ne sais pas vraiment. On va dire que je suis entraîné à faire les deux, donc il n'y a pas vraiment de complexité à switcher de l'un à l'autre, même si les univers ne sont pas les mêmes. Je pense que ça part du fait que je me passionne pour ces 2 domaines-là. Et après, ça va tout seul. Je puise mes inspirations de choses que j'aime. Comme c'est le point de départ de toutes sortes de projets finalement. Et ensuite ça part. Ensuite, ça part, exactement. Stylé. Et comme tu l'as mentionné, j'ai pas vraiment envie de faire de choix entre les deux. Et j'ai même envie d'étendre mon expertise à plus que ça. Bon, après, c'est une question de temps, c'est compliqué, mais dans l'idée, j'aimerais toucher à une création un petit peu plus globale et à terme pouvoir vraiment aborder n'importe quel sujet concernant la création et les choses que j'aime. Ok, oui, tu voudrais pas rester dans la musique Non, j'ai pas envie de me mettre dans cette case-là, disons. Ça me passionne, la musique, depuis tout petit. Je suis tombé dans le rap étant petit, et puis voilà, ça m'a façonné petit à petit. Mais j'ai envie de garder cette branche-là sans forcément m'inclure dans celle-ci et faire que ça le reste de ma vie. Ouais, tu vas rester polyvalent en fait. Exactement. Nice. Je te propose de passer à la 3e question. Allons-y. On va prendre une violette cette fois-ci. Ouais. Collab, stratégie ou intuition? Alors, pour t'implémenter dans une industrie où il y a beaucoup de concurrence, dans cette idée de mettre en place ta stratégie de communication et tout, comment tu as choisi tes collabs et qu'est-ce qui a été l'aspect stratégique de l'aspect intuitif? Il n'y a pas vraiment eu d'aspect stratégique, pour être honnête. Disons que c'est la vie qui a mis des personnes sur ma route. Et j'ai suivi ce chemin tout simplement. J'ai jamais encore démarché, disons, un artiste où je me disais tiens, j'ai envie de bosser avec cette personne, peut-être que je vais le faire un jour ou que je devrais, mais en attendant, ça a été des rencontres qui m'ont fait découvrir d'autres rencontres, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai pu collaborer avec des différents écosystèmes. Mais disons que la rencontre humaine et la rencontre naturelle a toujours été privilégiée dans ma façon de collaborer, dans le sens où je trouve que s'il y a un feeling, un lien humain avec quelqu'un, ce sera toujours plus, pas simple, mais le résultat sera mieux parce qu'on se sera compris, et tout sera beaucoup plus fluide et donc forcément le résultat sera... Ouais, il y a plus de facilité aussi à se dire ce qui va pas, de ce qui va, Exactement. Tu peux t'imposer, parce que c'est pas une question de s'imposer, mais du coup tu peux proposer tes idées
et la personne ne va pas le prendre comme une... Non, bien sûr, l'idée justement dans la collaboration, c'est de trouver un équilibre 50-50 entre ce que la personne en face de toi aimerait, visualise, etc. Elle fait aussi appel à ton expertise, peut-être que tu peux l'aider à faire certains choix, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'atteindre un équilibre 50-50 où on se fait confiance mutuellement. Bah ça se ressent en tout cas dans les projets, parce que du coup, je le rappelle, tu as fait des projets pour... On va les citer, mais il y en a beaucoup. Ils s'affichent aussi à l'écran. Mais du coup, il y a Léon, il y a Prisker Léon, il y a Tiff, il y a Yoon pour le dernier album. Il y a plein de projets super stylés. Et du coup, tu avais commencé à faire ça en parallèle de ton école, tu disais. Tu travaillais avec des artistes émergents à l'époque, mais du coup, maintenant, c'est plus des artistes, par exemple, si on prend Prisker Léon ou Niro, parce que tu avais fait la DA de Niro aussi. C'est des artistes qui ont une DA qui est bien identifiée maintenant. Oui. Est-ce que tu vois une différence entre quand tu travailles avec un artiste qui a une réelle identité déjà inscrite, où du coup tu viens juste mettre ta patte, et un artiste qui est émergent Je pense que peu importe l'artiste avec qui tu vas travailler, l'objectif c'est de s'adapter aussi. Moi je suis pas là pour imposer une esthétique à tout le monde. J'ai ma façon de faire les choses et il y a les choses que j'aime qui vont se retranscrire un peu naturellement, mais c'est pas calculé. Genre je vais pas me dire tiens là il y a une cover pour un tel, faut que ce soit ma patte entre guillemets. Je saurais même pas décrire quelle est ma patte réellement, mais tu t'adaptes finalement. C'est une histoire de communication entre toi et l'artiste, entre ce qu'il veut, etc. S'il vient te voir aussi, c'est qu'il a peut-être aimé des choses qu'il a pu voir sur les précédents travaux que tu as fait. Donc voilà, c'est un peu comme un caméléon finalement qui va s'adapter à son environnement. Stylé. Je te laisse passer à la prochaine question. Allons-y. L'œuvre qui te ressemble le plus. C'est marrant parce que tu viens juste de dire j'ai pas de patte. Je saurais pas dire ma patte. Ouais, je me considère un peu comme un caméléon, on va dire. Peut-être qu'il y a une espèce de patte qui se dégage finalement, mais on va dire qu'elle n'est pas calculée. Je pense qu'elle se retranscrit juste à travers les choses que j'aime et desquelles je m'inspire. Mais une œuvre qui me ressemble le plus, je vais te dire un truc tricky. Je vais te dire la cover de Donda de Kanye, qui est juste toute noire. Parce qu'elle est orientée autour du concept uniquement. Elle est orientée autour du concept, c'est-à-dire que ok, l'artwork ça va être juste tout noir et c'est tout, et ça suffit, et ça marche en fait, tu vois. Cette volonté de questionner peut-être, et cette sobriété, je pense. Je m'habille tout en noir aussi, peut-être un lien avec ça. Je ne vais pas prendre de risques, je vais dire Donda. Ouais. Ok, oui, ça relève, on se pose des questions devant quoi. Ouais. Je parle de la cover de l'image, pas nécessairement des propos qui sont tenus dans le projet. Oui, ok. Ok, bah c'est vrai que c'est ta couleur, donc c'est ce qui te ressemble le plus, des trucs assez neutres, des trucs assez... Ouais, être sobre, neutre. Et puis pour parler rapidement du style vestimentaire, on va dire que c'est plus... c'est comme être chaud, être crâne rasé, c'est que c'est facile. Tu as une garde-robe noire finalement, peu importe les trucs que tu associes ensemble, ça va fonctionner et tu perds beaucoup moins de temps à t'habiller. C'est vrai, moi j'aime bien les couleurs. Ouais. Je te laisse passer à la prochaine question. Ouais, allons-y. Fallait prévenir. Mais de quoi? Alors, quelles sont les choses que tu aurais voulu savoir ou que tu aurais voulu qu'on te dise avant de devenir designer graphique? Oh, ça remonte à loin ça. Moi je viens de Montbéliard, qui est en Franche-Comté. Et à l'époque, on m'a jamais parlé des formations artistiques qui étaient disponibles. Donc en fait, ça fait que je me suis renseigné sur internet, mais je pense que j'aurais pu faire des meilleurs choix avant. C'est que je me suis vite orienté dans une école privée qui vendait du rêve sur le site. Okay. Puis en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte que c'est très cher pour pas grand chose. Et à l'époque, il existait ce qui s'appelle des STD2A. C'était des lycées qui étaient orientés directement vers des baccalauréats qui étaient orientés vers les métiers créatifs. Et ça, on m'en a jamais parlé, donc je suis allé dans un bac S naturellement en me disant ok, bac S c'est ça le mieux, bah go bac S, sans forcément avoir d'ambition scientifique derrière ça. Donc ouais, ça j'aurais aimé qu'on m'informe plus tôt. Mais après, je pense que c'est aussi une question de géolocalisation. À Paris, les gens sont un petit peu mieux informés que là d'où je viens. Maintenant, c'est un peu plus étendu. Ouais, c'est un petit peu plus étendu, c'est ça. J'aurais peut-être aimé aussi que dans mes études, on me forme un petit peu plus à l'entrepreneuriat. Après, évidemment, il n'y a pas le temps pour tout apprendre. Mais c'est vrai que c'est très axé sur la création et peut-être que c'est trop orienté vers l'entreprise, mais intégrer l'entreprise en fait, et non monter la sienne. Donc là, j'ai encore des questions qui me viennent dans ce monde-là que je vais essayer de déchiffrer très vite, mais ouais, je dirais que c'est ça. Du coup, tu dois te débrouiller tout seul ensuite pour savoir comment tu développes. C'est vrai qu'on ne donne pas les vraies bases, en fait, surtout dans le domaine artistique, mais c'est une chose qu'on devrait enseigner dans les écoles
même hors art, tu vois. Genre, Exactement. Mais après, ce qui est bien, c'est que finalement, pour trouver les réponses, tu vas rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là. ouais. Ça va créer des liens humains, etc., etc. Donc, Ok, stylé, stylé. Tu peux passer à la prochaine question. le kiff, qu'est-ce que tu aimes le plus? Dans ce que tu fais. Il n'y a pas un élément précis. On va dire que là où je prends le plus de plaisir, tu sais, c'est quand tu crées. Je sais pas, imagine, il est 22h, tu es prêt à aller te coucher. Je dis pas que je me couche à 22h, mais c'est un exemple. Et là, paf, tu as une idée pour un projet que tu es en train de faire qui te vient en tête et tu vas te remettre devant ton ordi. Et ensuite, tu vas passer 5 heures devant à juste tester des trucs sans voir le temps passer. Et tu es un peu comme dans une transe, tu vois. Tu te sens Hyper un peu, focus. tu crées, tu te sens un peu, comment dire, à l'extérieur finalement du monde, tu es dans ta bulle. Ouais. Je crois que c'est ça que j'aime beaucoup et j'aime aussi quand le travail est fini, évidemment, quand tu peux juste observer la finalité de ce que tu as fait. Ouais. Mais le plus kiffant dans tout ça, c'est quand même le chemin qui est fait pour atteindre, c'est exactement ça, le process créatif qui est fait pour atteindre la finalité. Ok, nice. J'aime communiquer aussi avec les artistes. J'aime quand les artistes sont impliqués dans ce qu'ils veulent. Le travail est toujours plus riche derrière. Ouais, bah oui, Je prends par exemple Younes, ça a été de loin, je pense, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, la personne la plus impliquée et la plus précise en termes de ce qu'il voulait. Parce qu'il a regardé chaque timbre, il te disait celui-là, je veux ça, celui-là. Exactement, non, ça a été beaucoup de conversations sur WhatsApp avec Younes, ça a été de longues heures de réflexion. C'est cool, c'est vrai, de travailler avec quelqu'un qui sait où il va. Oui. Ou même s'il se pose des questions, il se les pose à voix haute et du coup, toi, tu peux prendre et laisser ce qu'il faut laisser. Enfin, c'est... Ok, stylé. Exact. Tu peux passer à la suivante. Qu'est-ce qui nourrit ton imagination? Premièrement, je pense que c'est l'environnement dans lequel tu évolues, les choses que tu vois au jour le jour. En fait, quand tu es designer, je pense qu'il faut marcher un petit peu avec un troisième œil et essayer de voir des choses qui t'inspirent tout simplement. Et puis paf, des fois, tu as une idée qui va te venir, tu vas l'écrire dans tes notes. Ça va être ton entourage aussi, tes amis, ta famille, les gens avec qui tu travailles et tu passes ton temps. Quelqu'un peut dire quelque chose à un moment donné qui va t'inspirer, voilà. Ça va être aussi les artistes dont j'apprécie le travail. Tu as des covers de rêve, toi? Des designers J'aime beaucoup le travail de Régular, évidemment. Il a su apporter cette dimension physique au cover. Et moi, comme je viens du design d'objets, justement, ça m'a parlé. J'étais en mode cool, enfin quelqu'un qui sort le truc du numérique. Ouais. J'aime beaucoup le travail de Ben Dorado aussi, qui est le graphiste d'Ateyaba, et de Drake aussi, des trucs pour Drake. Donc c'est un Français qui a pas mal éclos dans son domaine. Ok. Je dirais que c'est mes références. Ouais, c'est cool. Tu peux passer à la prochaine question. Faut-il tout accepter pour atteindre ses objectifs? Là, si je peux te mettre plus de contexte, quand tu te lances, et là en l'occurrence tous les travaux que tu as, évidemment tu dois faire des choix de ce que tu acceptes ou pas. Et quand tu as envie justement d'arriver, tu as un objectif, forcément tu as un peu le truc de c'est pas grave, c'est mal payé mais je vais accepter, c'est pas grave, on a une deadline assez courte mais je dois accepter. Ouais. Genre tu vois, ce truc-là un peu... Je suis dans cette mentalité-là, dans le sens où même au départ, mais les toutes premières opportunités que j'avais, je les faisais bénévolement, dans le sens où j'estimais déjà que c'était une énorme chance pour moi d'être face à cette opportunité et que ça me suffisait en fait qu'il y ait mon nom là-dessus. Donc je pense que oui, il faut savoir ne pas être trop greedy dès le départ et accepter les opportunités comme elles viennent. Après évidemment, quand tu débutes, t'as pas non plus, tu acceptes beaucoup de projets évidemment parce que faut manger tout simplement. J'espère un jour pouvoir vraiment être précis et pouvoir être très sélectif sur ce que je fais. C'est pas encore nécessairement le cas. Même si ça commence un petit peu à se dessiner, les gens m'appellent de plus en plus pour une esthétique assez précise. Mais oui, je pense que c'est important de savoir laisser la place aux projets gratuits, on va dire, qui vont finalement t'ouvrir des portes, qui vont donner de la visibilité, etc. etc. Ok, ouais, d'autant plus qu'en fait, comme j'ai commencé à faire ça de façon passionnée avec les copains, sans être rémunéré nulle part, la toute première fois que je me suis fait rémunérer pour une cover, c'était Younes. Au départ, je voulais pas. C'est lui qui a insisté. Moi, j'étais là en mode non, mais t'inquiète, ça suffit. Puis il était là en mode non, mais
gros, t'as bossé 2-3 mois là, vas-y. Genre. Ouais. Et c'est à partir de là aussi que je me suis dit, ok, déjà je peux faire de l'argent avec ça. J'avais pas encore intégré ce truc dans ma tête. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, on va y aller pour de vrai. Au début, t'es un peu gêné de mettre Totalement, pour moi prix c'était sur déjà ton trop gros. travail. T'as ton visuel qui est à la Fnac, tu vois, c'est un rêve de gosse un peu. Tu vois. Ouais, Ça suffisait pour moi, il n'y avait pas besoin d'argent. de ouf. Mais après, il y a une réalité aussi qui fait que tout travail mérite salaire. C'est ça, c'est le manque de crédibilité qu'on s'octroie à nous-mêmes en fait au début. Qui est... Oui, ce manque de légitimité, de pourquoi moi ça pourrait être un tel qui est 1000 fois meilleur, etc., etc. Mais voilà. Ok, nice. Next question, please. Next question. Faut-il s'imprégner de la musique pour créer? Dans le cas des covers et de la direction artistique, je dirais que oui. Dans le process créatif, en tout cas, au tout début, l'artiste généralement envoie son projet ou bien les sons si jamais c'est pas fini. Et l'objectif, c'est de venir vraiment créer un lien entre ce que tu vas entendre et ce que tu vas voir à l'image, dans le sens où aujourd'hui l'image et le son c'est quand même très corrélé, c'est presque un rapport de 50-50 dans la façon dont le public va le percevoir. Donc faut que ce soit logique, faut que ce soit sensé. Tu vois, faut que quand tu écoutes la musique, que l'image que tu as en face de toi soit dans le même monde. Donc je pense que oui, c'est très important de s'imprégner de la musique, mais après comme chacun la ressent différemment aussi, c'est important de communiquer avec l'artiste parce que c'est lui qui sait finalement quelle couleur il a envie de donner à ça. Et s'il ne sait pas, bah, toi tu peux l'aiguiller en disant bah, moi tiens je vois ça, je vois ci, etc. Pour chaque morceau. Mais du coup, plus largement, est-ce qu'on doit être consommateur de rap pour faire des covers de rap? Bah, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il faut connaître son sujet pour travailler dessus. Parce que c'est vrai que c'est une culture, même dans les covers, c'est une culture assez... Le rap, quoi, tu vois, genre le monde du rap, c'est une esthétique assez particulière, même si ça se C'est en train de se développer, de se transformer petit à petit, mais je pense que oui, il vaut mieux connaître son sujet avant de s'attaquer dessus. Ok, stop. Désolé, à partir de ce moment-là, Julien a eu un petit problème avec son micro. On s'en est rendu compte à la fin, et évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous l'entendrez un petit peu moins, mais c'est pas grave. Bonne fin de vidéo. Next question, Juju. Oh, artiste vs IA. Ah, tu sais de quoi je parle, hein? Peux-tu développer des... Ok. Alors, tu n'es pas sans savoir que l'IA prend de plus en plus de place dans la création. Je crois que c'est Photoshop qui a intégré l'IA. Enfin, il y a un peu... Photoshop version bêta. Ouais. Du coup, il y a un côté où c'est cool parce que ça crée des possibilités qui n'étaient pas des occasions, enfin des trucs, on peut créer de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas avant. Mais il y a cet aspect-là un peu de ça prend la place du designer, pas que dans ton domaine évidemment, mais là en l'occurrence on parle plus de ça. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es pour ou contre? Je suis pour dans la mesure où ça reste un outil. Je ne pense pas que l'IA remplacera, du moins pour l'instant, les créateurs, dans le sens où l'IA n'est pas capable de générer des idées précises, développées, pointues. Elle peut te générer des idées, mais si tu fais le test, tu verras que c'est très très limité. Donc l'humain sera toujours nécessaire au sommet de la pyramide des idées. Après, l'IA, elle peut t'aider à aller plus rapidement. Je sais pas, je te parle de détourage par exemple. Si tu veux détourer un truc et que tu utilises l'IA, ça va aller peut-être un petit peu plus vite. Donc elle va faciliter certains process, mais je pense que c'est important qu'elle reste vraiment un outil et ne prenne pas trop de place non plus dans la création de quelque chose. Et puis même en fait, si tu regardes les vraies belles images qui sont générées par intelligence artificielle, même ça, en fait, il faut avoir les compétences pour les générer. Il faut être hyper technique dans ta demande aussi. Il faut être super technique. J'ai même l'impression que c'est un métier à part entière. Je ne le maîtrise pas nécessairement. Je l'ai déjà utilisé pour des détails. Mais je ne pense pas que l'IA sera un jour capable de générer les idées humaines. L'humain sera toujours meilleur qu'elle à ce niveau-là et donc ne pourra pas les remplacer. Mais en fait, il y a une espèce de différence aussi entre le monde de la musique et le monde d'art visuel. Parce que par exemple, dans le domaine de la musique, où l'IA maintenant génère carrément des hits, il y a ce truc-là de... Genre Spotify, le géant de la musique, a même mis en place un truc pour supprimer tous les sons qui étaient faits à base d'IA, du coup pour protéger les vrais créateurs, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui n'existe pas dans l'art visuel pour l'instant, c'est un peu plus libre en fait, c'est moins cadré, il y a moins de règles. J'ai pas cherché à me spécialiser dans cet outil-là. Mais ça te fait pas peur quoi? Il me fait pas peur, il me fait pas peur, je pense qu'il peut faire peur
quand tu vois à quel point il est capable d'imiter un artiste, par exemple. Je me suis fait avoir très récemment, quelques heures avant la sortie de l'album de Freeze Corleone, j'ai vu qu'il y avait un leak. Du coup, j'ai cliqué sur le lien, j'ai téléchargé les sons et puis j'étais là en mode ok, donc c'est ça. Il se trouve qu'en fait, c'était un truc généré par IA et je m'en suis pas rendu compte. Okay. Et après, j'ai vu la différence, c'est que l'IA en fait, elle s'est inspirée de ce que Freeze avait pu faire dans le passé, mais elle n'a pas été capable d'innover à ce moment-là. Tu vois, elle a fait un micmac de plein de paroles de Freeze et puis ça passait. Sauf que derrière, Freeze, il a sorti le vrai projet finalement, et donc là, il y avait de l'innovation et tu te rends compte qu'il y a quand même une limite, tu vois. Tu la sens, ouais, que c'est un humain, une machine. Quoi. Mais je me suis fait avoir. Maintenant, je pense que c'est important d'être très prudent aussi par rapport à ce qu'on voit sur le net. Il y a énormément de deepfakes qui sont très très bien faits. La désinformation, ça va super vite. Donc ouais, c'est risqué. Et puis je pense que c'est comme le début de tout. Les débuts d'Internet, c'était le Far West, c'était totalement le bordel. Après, ça a craché et puis c'est revenu de façon beaucoup plus saine. Je pense que toute révolution, entre guillemets, passe par là. La technologie NFT, c'était pareil. Je pense qu'au début, là, on a vu des images dans tous les sens, on ne comprend pas trop c'est quoi l'utilité, alors que la technologie en elle-même a un vrai intérêt. Et quand ça reviendra sous une autre forme, là, ce sera plus compris et beaucoup mieux. Je pense que l'IA, c'est pareil, il faut le temps de la réguler, de trouver les bonnes lois. Mais effectivement, il faut faire attention avec... Moi, personnellement, je pense que ça ne prendra jamais vraiment le dessus sur, parce que quand tu crées, il y a l'aspect créatif, mais il y a cet aspect créatif, il est nourri par l'émotion, par les souvenirs, par la vision même de l'artiste. Exactement. Donc c'est quasi, même si ça existe, même si ça prend des proportions... Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, en fait, et qui ne peuvent pas imiter l'humain. Ne serait-ce que la communication avec l'artiste dont on parlait tout à l'heure, tu vois. L'IA, elle peut pas rentrer dans la tête de Tiff, par exemple. Et tu sais que c'est dur de rentrer dans la tête de Tiff. All right. Next question. Allons-y. La freelance, que des mauvais pays. Ah bah ça finit bien, comme par hasard. Non, tu peux pas aller sur ça. Tu en diras ce que tu voudras, ok. Mais il faut dire aux gens ce qui se passe réellement. Et c'est juste dans cette optique-là, en fait. Toi, tu as l'expérience directe. Voilà, à toi le mic. Il n'y a pas que des mauvais payeurs. Après, quand tu es freelance, tout le monde cherche à négocier avec toi, sans prendre en compte que derrière, tu as un humain qui a aussi besoin de manger, qui, quand tu vas payer, je sais pas, une cover par exemple, tu payes pas juste la cover, tu vas payer les années d'expérience que tu as derrière, ton nom aussi, si tu as pu travailler pour un tel ou un tel, tu vas payer la personne qui a travaillé aussi avec ça, qui va te donner du crédit. C'est un ensemble, tu vas payer des années de formation, tu vas payer beaucoup d'échecs aussi, parce que c'est ça qui te forme le plus. Et effectivement, après j'en suis qu'au début, donc j'espère que ça va évoluer, mais faut accepter aussi les prix et les comprendre. Faut comprendre les prix des créateurs, dans le sens où c'est pas juste la création que tu vends. Derrière, tu investis aussi dans du matos, tu as des charges, enfin voilà. C'est du temps que tu mets sur un projet en fait. C'est du temps, donc que des mauvais payeurs, non. Mais pas assez de considération financière envers les créateurs. C'était la dernière question du Bob. Maintenant, il me reste 3 questions. Qu'est-ce que tu penses de ton parcours jusqu'à maintenant? T'as pris un peu de recul, tu vois, t'as fait plein de trucs. Le petit designer graphique qui était dans sa chambre et qui rêvait de faire tout ça, maintenant, il en pense quoi? J'en pense que j'ai eu raison de m'écouter, dans le sens où j'ai toujours cherché à faire ce que j'aimais. Tu sais, quand t'es jeune, on va te dire, fais médecin, fais avocat, fais architecte, ceci, tout ça. Du moins des métiers qui sont bien vus dans la société actuelle, tu vois. Mais si tu t'épanouis pas dans ce que tu fais, ça sert à rien. Tu vois, genre l'objectif, bon, il y a évidemment une réalité financière derrière ça. Tu peux pas faire n'importe quoi, mais l'objectif avant tout, c'est de s'épanouir. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui étaient très très compréhensifs avec moi. Quand je leur ai dit, bon, je vais aller à Paris faire du design, évidemment, on disait, alors ton école de dessin, comment ça se passe? Alors que c'est pas du tout du dessin, tu vois, il y a un petit peu cette incompréhension. Puis petit à petit, ça commence à devenir concret, donc ils comprennent plus. Mais déjà, j'ai eu cette chance-là. Mes parents m'ont fait confiance et m'ont ouvert ces portes-là, parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, être à Paris, avoir ces opportunités. Donc ouais, je pense que c'est important de s'écouter sur ses envies, toujours continuer à faire ce que t'aimes, ne pas aller dans quelque chose que t'aimes pas. Ce serait perdre du temps pour pas grand-chose finalement. J'en pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi, mais je me demande est-ce que finalement la chance vient pas avec ce truc de faire ce que t'aimes finalement. Genre quand tu vas dans la bonne direction,
la vie va venir te mettre des trucs sans le vouloir et va finalement dicter un petit peu ton chemin, tu vois. Et je pense que si t'aimes ce que tu fais, ça va forcément être juste au fur et à mesure, tu vois, tout va être juste. Et voilà, donc je pense en être qu'au début, hein, tu m'as posé cette question comme si j'avais 10 ans d'expérience derrière moi. Mais non, mais parce qu'il faut valoriser déjà ce que tu as fait. Pourquoi en fait, c'est ça moi qui m'énerve, tu vois, c'est que tu as l'impression de devoir arriver à un certain objectif pour regarder en arrière et pour dire ok, je suis fière de moi, tu vois, alors que là déjà, c'est un taf considérable que tu as fait, tu vois. Merci. Donc non, ouais, je pense que je suis content de m'être écouté. Je regrette aucun choix, quand bien même il y a des choix et des situations, des périodes qui ont pu paraître difficiles sur le moment. Avec du recul, quelques mois, quelques années plus tard, tu te dis mais en fait, si j'étais pas passé par cette case-là et s'il n'y avait pas eu cet échec-là à ce moment-là, j'aurais pas rencontré telle personne qui ensuite m'a ouvert cette porte-là, etc. Donc ne jamais rien regretter, croire en ses rêves, croire en ce que tu fais. C'est le plus important. Essayer de s'extraire un petit peu du regard des gens. C'est assez compliqué quand tu es un créateur comme moi qui dévoile ses tafs sur Insta. Tu vois, t'es là, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Et puis en fait, l'objectif c'est de s'extraire de ça, c'est de s'écouter soi, c'est de faire ce que tu aimes toi. Si toi tu valides ce que tu as fait, ça suffit amplement, tu vois. Et dans le lot des gens, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde va regarder ça 2 secondes et ils vont s'en foutre. En fait, les gens se mettent trop d'ambition par rapport à ça. Mais si ça te plaît à toi, c'est l'essentiel. Ouais, il faut créer pour soi-même en fait, avant de créer pour les autres. Oui, il y a une part de recherche de soi aussi, finalement, dans l'art. Moi, je pense que si je fais ça, au début, tu m'as posé la question, mais qui es-tu, Julien? Je vais dire un truc comme ça, je sais pas, je le cherche en fait à travers ce que je fais finalement, et c'est peut-être ce que je fais aussi qui va définir qui je suis ou qui j'ai envie d'être, tu vois. C'est une quête de vie à travers ton art en fait. À travers ce que tu... Une quête de recherche de soi, une quête de compréhension de ce monde finalement. Parce que tu nourris tes créations avec ce qui t'entoure, ce que tu décèles, ce que tu comprends, ce que tu questionnes surtout. C'est important de questionner beaucoup de choses, tu vois. Il y a énormément de choses à questionner dans la société actuelle. Donc, ouais. Mais du coup, j'ai remarqué quand un projet sort, il y a un mot qui revient souvent quand tu remercies les équipes avec lesquelles tu as travaillé, c'est la confiance. Est-ce que cette confiance, tu te l'accordes à toi-même aujourd'hui? J'ai tendance à m'accorder beaucoup de confiance. Okay. J'ai tendance... Avant, c'était pas nécessairement le cas. Et puis, au fur et à mesure des expériences, finalement, je pense que c'est en lien avec cette question de légitimité aussi. Donc ouais, je m'accorde la confiance de plus en plus, on va dire. Il y a toujours, évidemment... des moments de doute énormes, des moments où tu as peur, tu vois, tu as un projet qui te dépasse, qui est en face de toi, tu te dis c'est moi qui dois assumer ce truc. Mais tu y vas en fait, parce que si tu y vas pas, tu sais pas quelle est la finalité, et puis peut-être tu te foires, peut-être tu te foires pas, mais il faut y aller dans tous les cas, je pense. Il faut être ballsy là-dessus. Et ouais, je pense que les 2 valeurs les plus importantes au-delà de moi, c'est la confiance et le respect, tu vois, dans toute interaction, dans toute relation humaine, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale. C'est important de travailler avec des gens de confiance et dans le respect, et tout sera mieux. Tout ira tout seul après. Tout cool. Est-ce que tu peux, pour finir, juste est-ce qu'il y a un artiste qui mériterait plus de visibilité selon toi, que ce soit dans le design ou autre, hein, pas forcément? Je vais te parler de la personne qui est à l'origine de tout ça. Comment j'ai commencé à faire des covers, c'est à partir d'une rencontre. Ok. En fait, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé après le bac, j'avais 18 ans et j'ai commencé un job étudiant, je travaillais au McDo. Et au McDo, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Mason, c'est son nom d'artiste, qui fait du rap. Et c'est via sa rencontre que j'ai commencé à faire des covers, etc. Et au-delà, en fait, on s'est vu grandir un peu tous les deux dans nos domaines respectifs. Et c'est une personne qui aujourd'hui a un petit peu de visibilité, mais qui mériterait d'en avoir 1000 fois plus. Donc j'espère que ça viendra en son temps. Et c'est cette personne-là que j'aimerais avoir de la visibilité, tout simplement parce que c'est avec elle que tout ce qui se passe aujourd'hui a commencé. Et que, ouais, Mason. Big up Mason. Juju, c'est la fin de cette interview. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir de t'accueillir ici. Pour le premier épisode, en plus, tu inaugures la saison 2. Je suis cobaye. Pour finir, est-ce que tu veux mon bob? Parce que du coup, ouais, je veux bien. Je suis pas... Du coup, moi, j'ai une collection de... Ça me va bien les casquettes. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Allez, ça part. Il te va bien le bob aussi. À la prochaine. À la prochaine.